styliste et modéliste. Merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing chaque semaine, le tour des questions qui agitent le débat public. Et aujourd'hui, on va parcourir effectivement tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Je suis avec Paty Lindou, il est avocat. Il est initiateur de l'opposition scientifique. Moi-même, j'ai du mal à cerner ce que c'est. Il va nous dire tout au long de cette émission ce que ça veut dire opposition scientifique. En 2-3 mots, vous avez également des militants. Bien sûr, des méritocrates. Des militants, des quoi? Méritocrates. Nous, on n'a pas de militants ni de combattants. Nous avons des méritocrates et à travers le pays. Ok. Alors Yannick Tissola, vous êtes du PPRD. Oui. Et hier, sur Facebook, je suis tombé sur l'une de vos publications. Ça disait ceci, en substance, je cite, en train d'attendre d'être reçu au Grand Journal de Télé 50. Signé Yannick Tissola, jeune leader, communicateur du régime. Alors, c'est une réponse là à la publication de la liste officielle des communicants de la majorité présidentielle. Votre nom n'est pas sur la liste. Madame Amina, je m'appelle Yannick Tissola, je suis membre du PPRD, de la Ligue des jeunes du PPRD, et je milite au sein du parti depuis plusieurs années, et je suis communicateur de la majorité présidentielle. C'est vrai que mon nom n'était pas sur la liste qui a été transmise à une chaîne de la place, mais je suis autorisé par la hiérarchie et la haute hiérarchie à communiquer pour le compte de la majorité présidentielle. Ouais, ça fait un peu confusion. Vous dites que vous êtes communicateur, mais votre nom n'est pas sur la liste. Mais bon, on vous reçoit quand même. Il n'y a pas de mal à ça. Et vous n'avez pas mentionné, parlant de vous, que vous étiez du PPRD sur ce poste. Je suis du PPRD et je suis fier de l'être. Et je voudrais en passant saluer mon secrétaire général, le professeur Henri Mova, qui, depuis qu'il est là, vous avez senti vous-même que le parti est en train de prendre des hauteurs qu'il n'avait pas avant. On commence par ces attaques terroristes en Belgique. Nous sommes proches de la Belgique. Elle nous a colonisés. Pour vous, nous ne pourrions que condamner la terreur partout où elle peut être perpétuée. Mais néanmoins, par-dessus tout cela, il faudrait que le monde arrive un peu à réfléchir sur le concept justice, n'est-ce pas? Justice et sur le concept convivialité entre le peuple. C'est de là que tout vient. Il ne faudrait pas que nous ayons l'idée folle de croire qu'il y a des êtres sur terre qui sont prédestinés à s'aimer la terreur. Mais la terreur peut aussi être interprétée comme étant une expression de ça ne va pas quelque part. Et aussi, la terreur n'est pas seulement terreur parce qu'elle est venue de Bruxelles, de Paris, de Londres, où j'en passe. La terreur est terreur même en Afrique. Et il faudrait que l'élan de compassion que nous notons en dehors de l'Afrique puisse aussi être de même quand cela vient en Afrique et de l'Afrique. Ok, l'Afrique est devenue également la cible de ces attaques terroristes. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie ont été frappés en plein cœur. Et après la Côte d'Ivoire, la question c'était à qui le prochain tour? C'était le Sénégal. Et après le Sénégal, la même question, à qui le prochain tour? La RDC est-elle à l'abri des attaques terroristes? Madame Amine, le 25 décembre de l'année passée, j'ai fêté la Noël à Béni, et précisément à Oicha. Je dois vous dire que le Congo n'est pas à l'abri, compte tenu de l'activisme terroriste justement de ce groupe qu'on appelle la DEFNALU. Je voudrais profiter de cette question pour présenter mes condoléances les plus attristées au peuple belge, et je voudrais que dans cet élan de solidarité, que la communauté internationale puisse réfléchir sur l'approche qu'elle a souvent des questions politiques. Quand nous savons ce qui s'est passé en Libye, quand nous savons ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et partout ailleurs, nous estimons que ce qu'on appelle la communauté internationale avait une mauvaise approche de la question, et aujourd'hui cette montée du terrorisme et entre autres le fait que cette gestion des questions politiques dans cet espace n'avait pas été bien fait. Jean-Pierre Bemba va rester en prison. Pour combien de temps? On le saura dans les tout prochains jours. L'ancien chef de rebelle et ancien vice-président de la République a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses hommes de troupes en Centrafrique entre 2002 et 2003. Avant de commenter ça, on va regarder ce qu'a été la conférence de presse du bureau de la CPI à Kinshasa, juste après l'annonce de ce verdict. La Chambre déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable.
Voilà une décision qui vient de volatiliser l'espoir des militantes et militants qui croyaient à l'acquittement de leur leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'issue de cette audience. Audience ayant porté sur des crimes commis en République centrafricaine lors de l'opération menée par un contingent du mouvement de libération du Congo MLC entre 2002 et 2003. Le verdict aussitôt rendu, les chevaliers de la Plume ont été éclairés par le bureau de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa. La Chambre a conclu que Jean-Pierre Dieur nécessaire et raisonnable pour empêcher ou réprimer l'exécution de crimes par ses subordonnés lors de l'opération menée en République centrafricaine en 2002-2003 et pour en référer aux autorités compétentes. Enfin, la Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes contre l'humanité de meurtre et de viol et les crimes de guerre de meurtre, viol et pillage commis lors d'une attaque généralisée contre la population centrafricaine par les forces du MLC entre 2002 et 2003 découlent du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés. Entre-temps, le suspense demeure quant à la peine réservée à l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 3 décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes. Abordant les questions relatives aux réparations en faveur des victimes, le bureau des représentations de la Cour pénale internationale à Kinshasa fait savoir qu'elles seront examinées en temps voulu. Mais en attendant, un délai de 30 jours a été accordé à la défense de Jean-Pierre Bemba pour aller en appel. Patrick Lendour, à l'opposition, c'était une grosse déception. Déception, pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce qu'il revienne et qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle. Ben, je ne saurais pas dire qu'à l'opposition, dans le mental collectif, dans le peuple, et c'est lui qui va se soustraire en fait de cette amertume, ne saurait pas être congolais en se regardant devant son propre miroir. Il ne faudrait pas que nous soyons congolais à notre manière de l'être et dans une manière purement basse. Voyez-vous, et la CPI n'est pas seulement CPI pour le Congo, mais qu'à cela ne tienne... Vous vous attendiez à quoi, franchement, honnêtement? Sincèrement, dès par mon expérience d'ancien magistrat et d'avocat, je ne m'attendais à rien au verdict. Au verdict tel que cela pouvait être, mais néanmoins, je voudrais souligner qu'en juriste, cette fois-ci, ça fait un procès pénal surtout, constitue un puzzle, c'est-à-dire on prend une carte qu'on décompose et le verdict doit arriver à recomposer la carte telle qu'elle a été avant pour que de ces procès se dégage une certaine intelligibilité du droit. Mais en fait, dans ce procès, soit-il de la Cour pénale internationale, nous sommes restés à notre soif et nous nous demandons si la Cour pénale internationale arriverait un jour à pouvoir élaguer les différentes zones d'ombre que cachent ces procès. Eh bien, c'est à la Cour, dans sa souveraineté, de décider ce qu'elle peut décider. Mais néanmoins, il faudrait que les Congolais pensent, et ce serait peut-être la meilleure manière d'être congolais, et si le mal arrive à Mamina, ben, il ne faudrait pas que je m'en régale, parce qu'après tout, cette main extérieure continuerait à nous tirer nous tous demain. Donc voilà en fait ce que nous pouvons dire. Il y a un qui cela à la majorité, honnêtement, on s'est frotté les mains, même si on ne le dit pas tout. Madame, la majorité n'est pas sadique, et vous savez que M. Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour des crimes commis en République centrafricaine et non pour des crimes commis en RDC. Nous, personnellement, nous souhaitions le voir à Kinshasa mener l'opposition républicaine, mais hélas, les juges ont dit le droit et on ne peut que se plier. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt au niveau de la RDC. Oui, effectivement, après le procès, s'il avait été libéré et qu'il choisirait de venir à Kinshasa, certainement qu'il devrait comparaître devant les juges à Kinshasa pour nous expliquer ce qui s'est passé le 22 mars. Vous savez que le 22 mars, après avoir reconnu lui-même sa défaite, M. Jean-Pierre Bemba a voulu jouer au 3e tour dans les rues de la Gombe, en envoyant justement des troupes pour combattre contre les troupes loyalistes.
loyalistes. Heureusement que la force est revenue justement à la loi et la force est revenue à l'ordre républicain, à l'ordre constitutionnel. Et je crois que par rapport à ces faits, parce qu'il y a eu beaucoup de morts lors des événements du 22 mars, je crois que par rapport à ces faits, M. Jean-Pierre Bemba doit venir ici à Kinshasa pour aussi répondre de ces actes. Alors il encourt environ 30 ans de prison selon le statut de Rome mettant en place la Cour pénale internationale. On vient de l'entendre de la bouche d'un membre de la majorité présidentielle. Il y a une plainte au niveau de la justice contre Jean-Pierre Bemba. Mais Au niveau de la justice congolaise. Il faudrait que l'opinion tant nationale qu'internationale apprenne avec moi, bien sûr, que c'est étonnant de me rendre compte que la majorité présidentielle s'arroge un certain droit de paternité ou de parenté avec l'instance judiciaire. Quand deux personnes se battent, de quel droit une partie peut se réclamer, dire c'est moi qui suis victime et c'est moi qui n'ai pas commencé? Ah non! Nous sommes dans un siècle de la civilisation de la raison. C'est en cela que nous sommes l'opposition scientifique. Nous aurions voulu quoi par rapport à ce que mon ami voudrait raconter à l'opinion, au pince sans rire et la main dans l'âme, que nous aurions voulu qu'il y ait une enquête judiciaire indépendante pour que nous arrivions à dire qui a envoyé qui et pourquoi. Mais quand, en l'absence de toute enquête, je me demanderais sur quelle base on nous lancerait des mandats. Je viens de l'apprendre sur le plateau, à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. Et pourquoi pas à l'encontre des autres? Parce que nous étions à Kinshasa. Et aussi, ne perdons pas de vue que nous avons perdu les nôtres. Le sang congolais a coulé. C'est en fait, nous devons quitter cet terrain de la bassesse humaine pour continuer à nous régaler lorsque le sang de l'autre a coulé. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de réparation. Et nous, puisque l'ami de la majorité évoque le cas, nous aimerions qu'ensemble, nous nous engageons sur la voie de la raison humaine pour que l'enquête soit faite et que la lumière soit une fois pour toutes établie autour de cette histoire, plutôt que de continuer à faire des supputations de l'esprit et aussi continuer à se trahir comme si la justice au Congo n'était que l'antichambre d'une quelconque composante. Et ça, nous n'admettons pas ça, même du haut de votre plateau, madame. Yannick Tissola, on a mis la charrue avant le beurre. Madame, vous savez exactement que M. Jean-Pierre Bemba a voulu jouer au 3e tour à Gombe ici. Et tout le monde le sait parce que les troupes qui ont combattu contre les troupes loyalistes, ce sont des milices qui étaient à sa solde. Je crois que M. Paty sait très bien que l'article 68 de la Constitution étale ou donne les institutions de la République, parmi lesquelles les cours et tribunaux. Je me demande pourquoi notre opposition est toujours frappée par cette habitude des années 90 où on réclame à corps et à cri des enquêtes indépendantes, alors que nous avons la justice. Et lui-même, il est avocat, donc il travaille justement pour que cette justice travaille dans ce domaine de la justice. Donc nous voulons que M. Jean-Pierre Bemba, après avoir purgé sa peine, puisqu'il a été condamné, qu'il vienne répondre également aussi de ses actes ici. Parce que les faits sont clairs. Nous avons été dans cette ville, nous savons ce qui s'est passé. Oui. Et nous voulons assez que le procureur général instruise à charge et à décharge, parce que le procureur instruit toujours à charge et à décharge, qu'il instruise et que le juge puisse éventuellement dire le droit. Si après le juge dira qu'il avait raison ou qu'il avait raison, il le dira. S'il le dit qu'il avait tort, le juge le dira. Mais commencer ici à vouloir toujours substituer les institutions à des enquêtes indépendantes, je crois que il faudrait à un moment donné que l'opposition scientifique soit aussi une opposition républicaine. C'était en mars 2007, tout juste 9 ans, c'est ça, cette guérilla entre les deux adversaires à la présidentielle. Et aujourd'hui, à ce jour, on n'a toujours pas les résultats d'une éventuelle enquête. Non, vous savez, à ce moment, la justice, la procédure est encore dans le secret justement du magistrat instructeur. Nous devons attendre qu'à ce que le procès soit fait et au cours du procès, un procès contradictoire, public, nous saurons exactement quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Mais ce que je voulais fustiger ici, c'est le fait de vouloir substituer les institutions de la République, notamment la Cour, les cours et tribunaux, à des, disons, à des groupes d'enquête
enquête indépendante, on sait, nous voulons une enquête internationale comme ils adorent l'international. Nous estimons à ce que la justice est rendue par nos cours et tribunaux. Et ça, c'est ça l'esprit de notre Constitution. Donc respecter la Constitution, comme aime le dire l'opposition, c'est aussi respecter les dispositions qui consacrent le fait que la justice est rendue par les cours et tribunaux. Après ce verdict dans l'affaire Bemba à la CPI, il y a cette question. Les viols et les massacres dans l'est de la RDC sont quasiment le lot quotidien. Alors, qui va payer pour tous ces crimes ? Mais, madame, encore une fois, je me réjouis et tout le temps, n'ayant mon âme blessée d'entendre que de ceux qui sont censés nous gérer et nous faire des leçons pratiquement ajuridiques. Et quand on dit justice et enquête indépendante, cela ne voudrait pas dire que cette enquête viendrait de la Suisse ou de la France ou de l'Espagne. Nous ne sommes pas de ces Congolais-là qui attendent tout de l'extérieur. Nous sommes foncièrement fiers d'être Congolais. Mais néanmoins, puisqu'ils nous évoquent, ils font allusion à cela. Vous savez comment ça se passe. Vous avez appris ce qui s'est passé à Bruxelles hier. Mais la justice, elle est là. La justice n'a pas émis de mandat d'arrêt contre qui que ce soit. Il y a une enquête qui est ouverte. Et vous évoquez le viol, massacre à l'est du pays. Mais jusque-là, nous sommes Congolais. Si l'ami de la majorité pouvait déjà nous dire combien de fois la justice a-t-elle travaillé, combien de fois il y a eu de marches ici, des coups de feu ont été retentis dans cette ville, après 2007 de Jean-Pierre Bemba et du président Kabila, il faut quand même se le dire. Combien d'enquêtes n'ont-elles pas été menées pour qu'en fait, nous ayons droit, comme le dit la Constitution, à la vérité du droit, laquelle vérité ne saurait pas se colorer selon qu'on est opposition scientifique, républicaine, je ne sais pas quoi, ou majorité. La vérité, elle est la vérité. Et nous pensons que cela procède aussi d'une manière civilisée de faire la politique. Il ne faut pas que nous continuions à être politiciens, même là où il n'en faut pas. Nous pensons la justice est là, c'est l'instrument qui sécuriserait tout le monde. La justice, c'est l'instrument par excellence de la paix sociale. Oui, on revient à ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'était ça ma question, commis dans l'est du pays. Il faut bien des coupables, il faut bien des responsables, parce que le cas Bemba a fait jurisprudence. Et dans un rapport, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a accusé Moussa Nyamwisi, qui l'accuse à son tour. Au-delà de tout ça, il faut bien un responsable devant les cours, que ce soit au niveau national ou international, pour répondre de tous ces crimes et crimes contre l'humanité. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. En peu de mots, je dirais ceci. Vous l'avez dit. Le gouverneur a cité Moussa Nyamwisi, mais ça, on ne cite pas des gens comme ça. Il faut il a accusé à son tour. Mais justement, c'est ça la politicaille au Congo. Ça ne se passe pas comme ça, madame. On ne cite pas l'autre comme ça. Ce sont des faits très importants, des faits très de haute portée inhumaine. Il faudrait que cela procède d'une certaine justice, d'une certaine enquête. Et là, j'en appelle aux acteurs politiques, opposition, majorité, société civile, même le peuple tout entier. On se laisse trop dans des bassesses de l'esprit. Il faut que nous apprenions à faire parler. Comment faire pour qu'il y ait des gens qui répondent justement de toutes ces atrocités commises dans l'Est? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune subjectivité devant le mal. Le mal, c'est une notion objectivement appréciable. Et pour le faire, l'intelligence donne des agrégats, l'intelligence donne des paradigmes. Il faut ouvrir une enquête. Tout à fait, je vous l'ai dit, dame, dans ces magistrats. Pas français, mais congolais. Il faut ouvrir une enquête. Et Dieu a voulu qu'il n'y ait point de crime parfait. On sait qui est chef rebelle. On sait qui est chef rebelle dans le coin. On sait qui fait quoi dans le coin. Madame, nous avons tous été dans des maisons. Par moment, on dit que si quelque chose est volé, c'est Mamina qui prend. Mais parti en profite sous les labels de Mamina pour faire porter à Mamina les chapeaux qu'elle n'aurait pas porté en tant que voleuse apparentée de la famille. Donc là, ce sont des préjugés. Nous n'allons pas construire la République, nous n'allons pas faire asseoir notre justice sur des bases de préjugés ou de présomptions. Il faut qu'il y ait des enquêtes où on laisserait, bon, je ne dirais pas aux juges internationaux, aux enquêteurs congolais expérimentés, bien sûr, de faire le travail. Mais quand on cite les gens... Avant d'aller chez M. Tissela, vous avez des noms moi qui suis
foncièrement juriste et même attaché à la raison du droit. Je ne cite pas des noms de l'autre. Même les noms des chefs rebelles là-bas. Bon. Madame, rien ne me dit que c'est quel chef rebelle qui aurait fait ça. Il faut m'apporter des éléments d'appréciation objectifs. C'est en cela l'opposition scientifique se distingue de l'appréciation du commun des mortels. Yannick Tsola, qui va payer pour ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis dans l'Est? D'abord, je voudrais... Les viols et les massacres. Je voudrais féliciter mon ami de l'opposition scientifique de me rejoindre après avoir parlé de l'enquête indépendante. Il m'a rejoint après pour dire que... S'il vous plaît, je voudrais en tout cas le remercier de m'avoir rejoint après. Donc, moi j'ai fait plusieurs mois déjà à Goma et je dois vous dire que notre justice, j'ai eu le temps de fréquenter par moments les auditorat militaires ainsi que nos parquets. Je dois vous dire que notre justice est en train de travailler. Et il faudrait aussi, à un moment donné, qu'on arrête de faire le juridisme politicien, c'est-à-dire de toujours vouloir émettre des avis ou de vouloir critiquer, alors que la justice, elle doit être indépendante. Moi, personnellement, par rapport à cette question, je souhaite que la justice soit faite. Je souhaite que nos magistrats fassent des investigations encore davantage pour permettre de nous donner la vérité sur tout ce qui s'est passé à l'Est. Mais nous savons aussi qu'il y a eu des chefs rebelles dans ce pays. Ces chefs rebelles ont commis des crimes ignobles et ces chefs rebelles sont connus. Certains ont récidivé en allant au M23, mais d'autres ont abandonné le mandat du peuple. Vous savez, nous connaissons ce qui s'est passé. Vous faites allusion à qui? Non, je dis, il y a des députés qui ont abandonné le mandat du peuple, notamment Boussa Nyamwisi. On ne sait pas pourquoi il a quitté le pays, pourquoi il a quitté, en tant que citoyen, je vous demande pourquoi mon député a quitté le siège du Parlement pour se retrouver dans des avions, tantôt à Kampala, tantôt à Kigali, on ne sait pas très bien ce qu'il fait là-bas, ou tantôt à Gorée. Nous voulons qu'ils reviennent, ainsi que certains d'entre eux reviennent ici au pays, s'ils se reprochent de rien. Et le fait qu'ils ne viennent pas, vous savez qu'ils se reprochent de quelque chose, parce qu'ils se sont morveux se mouche. Donc je voudrais vraiment que la justice fasse son travail, je voudrais vraiment que ces crimes soient réparés, mais je voudrais aussi fustiger le fait que certains acteurs, soit disons de la société civile, qui prennent justement, qui font de ce viol un fonds de commerce. Ils se font primer en disant que voilà, de telle ville c'est la capitale du viol. Non, je voudrais ici m'insurger en faux et dire que nos femmes, et nous sommes au mois de mars, nos femmes méritent le respect. Nos femmes congolaises méritent le respect et il ne faudrait pas qu'on jette l'opprobre comme ça à la République en disant voilà, le Congo, la RDC, c'est le pays du viol. Les viols se sont commis pendant la guerre, des viols se commettent pendant quand les groupes armés sont en opération. Nous connaissons qui était responsable de ces groupes. Il faudrait se poursuivre selon les enquêtes. Il faudrait justement, voilà pourquoi tous ces effets de pacification sont menés pour que après que la justice soit installée, parce qu'on n'allait pas installer la justice pendant que nous sommes en opération. Moi, je vous ai dit que j'étais à Beni, j'étais au front de Wicha. Vous n'allez pas mettre un tribunal sur le champ pendant qu'il y a encore des combats qui se font. Donc, nous voulons que le pays soit totalement pacifié. Nous voulons que certaines zones qui sont occupées par des groupes armés, par des groupes terroristes, soient qu'il y ait un sanctuaire ou qu'ils soient sanctifiés, pour que après on puisse installer vraiment des tribunaux qui pourraient juger ces gens. Donc, nous ne sommes pas pour le crime, mais nous ne voulons pas aussi que l'on fasse de ces crimes un fonds de commerce personnel. Vous avez répété plusieurs fois que vous étiez à Beni, à Goma, en vacances, en mission de service. Madame, je travaille pour la République et je fais ce que me demandent mes services de la République. Je vois. Alors, la Cour pénale internationale, tout naturellement, est en train d'enquêter sur ce qui se passe dans l'Est et il va falloir s'attendre à des arrestations comme on l'avait vu pour Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga et tous les autres. Madame, vous savez, nous accordons tellement de l'importance à la justice, et ici nous voudrions saluer un des principes qui justifie nos mouvements politiques, c'est la sacralité de la vie humaine. Nous ne tolérerons pas qu'un quidam puisse abuser du sang de l'autre impunément, en s'arrogeant de droits que la raison humaine ou le droit positif ne lui reconnaît. Voyez-vous, ça, il faut quand même se le dire. Mais je voudrais aussi rappeler que en temps de guerre, il n'y a pas de raison de ne pas reconnaître qu'il puisse y avoir de justice, parce qu'il y a des cours martiales, des tribunaux d'exception. Donc, c'est pour condamner en fait le militaire pendant la guerre dans certaines de leurs exactions. Voyez-vous. Mais nous pensons par-dessus tout cela
nous n'aimerions pas que la justice ne soit justice que parce qu'elle est venue de la Cour pénale internationale ou d'une juridiction internationalement établie. Nous pensons aussi que la sève du droit, elle est la même que l'on soit magistrat congolais ou magistrat européen. Mais il faut que nos amis de la justice, actifs bien sûr, donc le magistrat, juge comme ministère public, apprennent à se distinguer par rapport à certaines rumeurs, par rapport à certaines pesanteurs que nous observons ça et là. Il faudrait que, comme nous l'avons dit, que le politicien ne puisse pas, du fait de leur étiquette politique, avoir le monopole de tout, comme je vois au Congo. Quand on est politique, on devient expert en sport, on devient expert en politique, expert en justice, expert en économie, mais à suivre cela de très près. C'est de la cacophonie que l'on véhicule dans le firmament politique congolais. On est maintenant au niveau de la commission électorale indépendante. Corneille Nangaa, le président, est sur le point de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir une petite extension limitée dans le temps afin d'organiser les élections, car il avait déjà annoncé début janvier que les élections sont impossibles à organiser, selon lui, au courant 2016. Yannick Tissola. Oui, mais avant de répondre... Et tous les généraux. Donc, ne reculez pas, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 10 minutes et on va plus... Madame, par rapport à cette question, je dois dire sincèrement que Monsieur Corneille Nangaa, qui est président du bureau, n'a fait que manifester une intention. Mais jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle n'a reçu aucun document provenant de la CENI par rapport à cette question. Et donc, je serais peut-être hâtif de pouvoir débattre sur un document. Et voilà pourquoi je dis, quand notre opposition entre dans le juridisme politicien, nous sommes perdus. Corneille Nangaa a parlé de cette intention sur un média qui émet à l'échelle internationale La Voix de l'Amérique. Oui, ça veut dire qu'il a lancé le débat. Oui, il a lancé le débat, mais nous attendons de voir sur quel fondement juridique, sur quelle disposition la CENI va se poser pour introduire sa requête. Mais moi, ce que je voudrais fustiger, c'est ce juridisme politicien qui fait en sorte que ça crée de la polémique, alors avant même que l'on sache l'argumentaire de la CENI. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on laisse la CENI faire son travail. Le bureau agit sous impulsion, sur la gestion, plutôt l'impulsion de l'Assemblée plénière. Je crois qu'en rentrant au pays, ils auront certainement une réunion avec l'Assemblée plénière, et de cette réunion, il pourra introduire sa requête. Donc, personnellement, je pense que ce serait tôt de pouvoir débattre, parce qu'il n'y a pas encore un acte matériel posé. Madame, j'aurais voulu que la majorité se sente aussi frustrée que Corneille Nangaa ait déclaré des propos hautement politiques sur une chaîne internationale. Et j'aurais voulu qu'il les fasse devant B1 ou devant la RTNC. Mais hélas, là, la majorité ne s'en est pas sentie frustrée, ni choquée, ni froissée. Bon, nous en tenons et nous parlerons au moment porté. Mais néanmoins, voilà, il faudrait que les gens apprennent aussi à faire parler les lois de ces pays. Et nous continuons à dire que la CENI, du fait même de la volonté de la loi, est née ni antichambre de la majorité, ni antichambre de l'opposition. Est-ce que la CENI peut saisir la Cour constitutionnelle justement pour cette requête? Madame, je dis toujours aux jeunes méritocrates, tant qu'on vit au Congo et on est Congolais, il faut s'attendre à tout. On s'attend à tout. Vous savez, quand je dis elle peut, ça veut dire, selon vous, selon la loi? Oui, j'ai dit, quand on vit au Congo et on est Congolais, il faut s'attendre à tout. Il ne faudrait pas être, comme le dit mon ami, trop dans le juridisme pour pouvoir dégager l'intelligence de certains faits et gestes. Mais néanmoins, nous disons que c'est un peu à tort que la CENI évoque cela. Voyez-vous, c'est un peu à tort. Mais bon, nous attendons l'argumentaire juridique de la CENI pour que pour vous, il n'y a aucune loi ni autorise. Vous savez, je ne dirais pas aucune loi, parce que là où la loi est, eh bien encore une fois, on ne la lit pas de la même manière. Et là où la loi est, on fait des choses comme si la loi n'a jamais dit quelque chose, ou la loi n'a jamais existé. Donc ça aussi, c'est une autre manière qu'il faudrait conjurer dans l'essence du Congolais. L'essence, pas l'essence, c'est-à-dire, et c'est du latin, la manière d'être Congolais. Ça nous surprend un peu qu'un débat aussi important comme celui-là
celui-là plutôt soit évoqué au-delà de nos frontières nationales, alors que nous pouvions nous retrouver ici et parler de ça calmement. Mais madame, je voudrais dire que le débat est lancé, M. Corneille Nangaa a lancé le débat, mais je voudrais aussi qu'on en aille au fond. Au fond, je crois que c'était plus un ballon d'essai. Non, je dis au fond. Pour voir comment réagiraient les uns et les autres. Non, je pense qu'au fond, M. Corneille Nangaa a raison de se poser la question. Parce que nous sommes là devant une impasse sur le plan organisationnel, c'est-à-dire sur le plan technique. La CENI n'est pas capable d'organiser les élections présidentielles dans le délai. Alors il ne faudrait pas que la CENI joue à la politique d'autruche. Je félicite ce courage de pouvoir lancer le débat. La CENI n'est pas techniquement capable et il faudrait justement que ce processus, plutôt ces scrutins, soit convoqué au-delà de 2016. Et donc nous savons pourquoi la CENI n'est pas techniquement capable, parce que nous avons ici des cas d'enrôlement, d'identification qu'il faut faire. Et il est important que cette CENI puisse être sécurisée sur le plan juridique. Parce que l'article 7 de la loi, la loi 13 portant organisation et fonctionnement de la CENI dit que la CENI est indépendante, la CENI jouit d'une indépendance d'action par rapport aux autres institutions, mais elle collabore néanmoins avec celle-ci. Donc, est-ce que cette collaboration voudrait dire que la CENI peut introduire une requête ou peut introduire une requête? Nous allons suivre le débat, mais je pense que sont invités à ce débat que des hommes qui ont fait le droit, des juristes que nous sommes, pour bien interpréter et exactement, et nous avons aussi la Cour constitutionnelle qui est la gardienne justement de cette Constitution. Ce sont les sages qui vont nous dire si ce cour est saisi, si la CENI est fondée ou pas de pouvoir la saisir. Mais le débat de fond reste de haut niveau. La CENI avait déjà saisi la même cour au sujet de l'élection des gouverneurs. Madame, je peux rappeler aux Africains qui nous suivent ce soir une chose. Vous savez, je voudrais faire un peu du droit comparé, droit constitutionnel comparé bien sûr. Vous savez, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien, ayant prêté serment devant la Cour suprême de la Côte d'Ivoire. Mais cette même Cour suprême de la Côte d'Ivoire avait déclaré Ouattara quelques années avant non citoyen ivoirien, par arrêt. Et lequel arrêt n'admet pas de contradiction ni de commentaires. Donc voilà en fait encore une fois des choses qui nous font un peu malades lorsque nous savons que nous sommes des juristes, en tout cas parmi ceux qui veulent être aussi sérieux dans ces continents. Eh bien c'est quand même malheureux. Bon, qu'à cela ne tienne, voyez-vous, la référence à la Cour constitutionnelle ne dédouanerait pas la CENI, nonobstant en fait la position de la Cour constitutionnelle, de la raison rationnelle que cela comporterait ou que cela emporterait. Mais nous pensons ici que, nous l'avons dit en début d'émission, ben oui, la CENI n'est pas techniquement capable. Le monde ne doit pas s'arrêter parce qu'on n'a pas organisé les élections dans un délai que la Constitution avait prescrit. Mais néanmoins, nous devons quand même nous interroger. Nous ne sommes plus des petits enfants d'hier, nous avons 55 ans. 56 ans cette année si nous partons de la date du 30 juin pour notre indépendance. Nous ne pouvons pas nous demander comment on en est arrivé là. Qui en est responsable? Quels sont les responsables? Nous avons parlé de la justice dans une convergence que j'ai appréciée entre mon ami de la majorité et moi-même. Nous ne pouvons pas savoir. La majorité qui a les institutions ne peut pas nous dire comment on en est arrivé là. Alors, qui est responsable pour que nous arrivions en fait à sanctionner les responsables avant de pouvoir voir le reste. Au sujet de cette question, à qui incombe la responsabilité de Sorta dans l'organisation des élections, à la majorité on répond que c'est l'opposition parce qu'elle a rejeté à deux reprises le calendrier électoral, et à l'opposition on dit que c'est le gouvernement qui n'a pas mis à la disposition de la CENI les moyens qu'il fallait. L'article 126 de la Constitution, vous avez la Constitution là-bas, l'article 126 de la Constitution, l'un des alinéas, justement, prévoit des sanctions contre le responsable de Sorta. Madame, vous savez, je me réjouis que vous soyez aussi juriste comme moi, bravo. Mais néanmoins, je ne le suis pas, j'essaie tout simplement de savoir ce qu'il y a. Ne vous en faites pas, n'est pas juriste seulement celui qui a fait 5 années à l'université et à la faculté de droit. Vous savez, votre sagacité intellectuelle, je ne suis pas ici pour vous flatter, mais du moins votre sagacité internationale vous ouvre certaines portes en tant que journaliste et parmi les plus renommés de la planète. Je m'en réjouis. Donc,
il faut qu'encore une fois que nous arrivions à faire parler nos lois. Voyez-vous, toute atteinte à la loi constitue une infraction, constitue une faute. On ne peut pas se régaler là-dessus, on ne peut pas non plus se glorifier autrement autour de violations. Il faut que nous arrivions ensemble lorsqu'on fait des ping-pong. Mais ces ping-pong doivent être conjurés. Nous ne sommes pas dans cette politique de ping-pong où l'on cite les gens comme ça. C'est la majorité. Nous ne faisons pas ça. Nous ne voudrions pas non plus dire que dans la majorité, il n'y a que des gens de la mauvaise foi. Ah non, vous avez vu la bonne foi de mon frère à mes côtés. Mais néanmoins, nous sommes objectifs. C'est ça l'opposition scientifique. Donc là, nous voyons dans l'autre que sa raison immuable, sa raison humaine, sa raison élémentaire. Il faut que nous arrivions en dehors de nos soubresauts politiques ailleurs, que nous arrivions à établir des responsabilités, non pas selon nos passions politiques, mais selon la raison, dans toute objectivité. Et nous croyons savoir que nous sommes prêts à le faire. Oui, par rapport à cette question, je pense que... Qui faut-il sanctionner dans leur cas, la Constitution actuelle ne donne pas des sanctions, n'établit pas des sanctions lorsque les élections, notamment les élections présidentielles, n'ont pas été organisées. Parce que vous savez que nous sommes le Sénat, nous avons le Sénat qui est en plein glissement ou glissade. Nous avons les assemblées provinciales, nous avons les bourgmestres qui n'ont jamais été élus. On n'a jamais sanctionné parce que la Constitution, et je mets à défi mon ami de l'opposition scientifique qui est à côté, la Constitution ne prévoit pas de dispositions qui sanctionnent lorsqu'il n'y a pas élection. Mais je voudrais aller par rapport à la responsabilité. Lorsqu'il n'y a pas financement d'élection. Mais madame, je pense que cet alinéa de l'article 126, si 15 jours avant la fin de la session budgétaire, le gouvernement n'a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire. C'est tout comme. Oui, je crois que madame, hier j'ai dit à une chaîne de télévision de la place que nous avons en fait le malheur d'avoir une opposition qui nous a offert de la glycérine pour le vrai glissement. Parce que vous savez que déjà, lorsque nous voulions recomposer le bureau de la CENI en 2012 pour que cette opposition s'entende, cela nous a pris plus d'une année. C'était le temps que nous avons perdu. Et lorsque ce bureau s'est mis en place, le bureau a produit un calendrier partiel. L'opposition a rejeté le calendrier partiel. Le bureau de la CENI a produit un calendrier global. L'opposition a rejeté ce calendrier global. Alors, on pose la question, le gouvernement devait financer les élections, il ne l'a pas fait. Mais il devait financer quel calendrier électoral? Quelle élection? Parce que toutes les élections qui figuraient dans toutes les élections qui figuraient dans le calendrier électoral ont été rejetées par notre opposition. Et donc, l'opposition, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'opposition a offert la glycérine pour une vraie glissade et nous allons glisser ensemble parce que il n'y aura pas élection en 2006. Parce que la CENI, les experts de la CENI nous le prouvent, il faut 17 mois en 2016 plutôt, il nous faut 17 mois plus ou moins pour reviser ou élaborer un nouveau fichier électoral. D'accord. À la fin du maréchal Mobutu, il y avait quelque chose au grand marché. On vous vole, le voleur crie lui-même « voleur, voleur !» et il risque de vous faire passer, vous le voleur, comme le voleur. Nous l'avons noté par expérience d'âge. Donc, quand la majorité parle de la turpitude de l'opposition, ça c'est quand même grave. Bon, nous le lui concédons, nous sommes en démocratie. Mais néanmoins, il a même évoqué les sénateurs, ainsi de suite. Ah non, la comparaison n'est pas raison. Mais il faudrait que nous prenions des textes dans leur contexte, au risque de prendre des textes pour des prétextes. C'est-à-dire quoi? Pour ce qui est du chef de l'État, la conjonction intellectuelle n'est pas la même d'avec les autres mandataires publics, sénateurs, gouverneurs, ainsi de suite. Là, il ne faut pas perdre de vue cela. Et que le calendrier pour le chef de l'État, il est constitutionnel. Donc pour le Sénat, il n'y en a pas. Mais néanmoins, qui devrait organiser des élections de sénateurs, de bourgmestres, de gouverneurs et des provinciaux? C'est encore une fois le gouvernement qui devrait donner le moyen à la CENI. Vous ne l'avez pas fait. Et je sais ces discours-là. S'il ne l'a pas fait, il devait démissionner. Mais vous avez lu la Constitution avant. Article 126. Et encore une fois, la Constitution, ce n'est pas un texte pénal. La Constitution, pour mieux comprendre son intelligibilité, doit être placée dans le contexte général du droit positif. Je crois que mon ami de l'opposition scientifique... Vous venez encore... Non, il y a un temps de parole. Je crois que mon ami de l'opposition scientifique... Je crois que mon ami de l'opposition scientifique est un bon juriste, mais je crois qu'il est tellement occupé
occupé et qui ne lit plus la Constitution. Ce n'est pas au gouvernement d'organiser les élections. S'il n'y a pas eu C'est le gouvernement qui finance. S'il n'y a pas eu élection, mais le gouvernement va financer quelle élection, madame? Parce que je vous dis que notre opposition a carrément été frappée par un virus de Pavlov qui consiste à rejeter tout ce qui vient de la CENI. Donc la CENI est une institution qui est congénitalement consensuelle, parce que il y a l'opposition, il y a majorité, et d'ailleurs il faut préciser que c'est sur requête de l'opposition que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été modifiée pour introduire justement la société civile. Donc c'est un organe consensuel, et s'il n'y a pas d'élection, c'est parce que la CENI n'a pas organisé, et la CENI est composée de qui? La CENI est composée de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Voilà pourquoi nous voulons assez que l'on ait ces élections-là, ces élections municipales et locales qu'on n'a jamais eues, qui peuvent nous permettre, nous autres jeunes, d'être des candidats à la commune. Nous voulons assez que le processus sur les élections qui a commencé déjà en 2015 concernant les élections provinciales puisse finir, parce qu'il y a des candidats, notamment je crois que le candidat Maître a été aussi candidat. Non, nous on a dit que c'était des bindes électorales. J'ai compris, la représentativité nationale, vous savez, c'est un parti qui n'est pas connu. Donc les élections provinciales devaient se poursuivre. Il faudrait qu'on termine ce processus avant qu'on puisse aller aux élections présidentielles. Et là, nous sommes partis vers 2020-2021. Merci beaucoup. Pati Lendo, avocat, initiateur de l'opposition scientifique. Aniki Sola, vous êtes du PPRD, jeune leader, communicateur du régime. De la majorité présidentielle. Non, il y a la liste. Vous n'êtes pas sur la liste? Non, madame, je communique pour la majorité. André Aléatou devant m'en vouloir parce que... ne vous en faites pas, il ne va pas vous inquiéter. Je n'ai pas invité les gens de la liste. L'autorité morale s'appelle Joseph Kabila. Ce débriefing s'arrête ici. Demain, en rediffusion, 7h15. La semaine prochaine, un autre débriefing. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Merci. Fashion, style, la mode congolaise avec Fanny Mandina.